Des fleurs, des bougies, des messages, les témoignages de solidarité se multiplient en ce deuxième jour de deuil national. Dans quelques instants, à midi, une minute de silence sera observée à Paris et partout en France, dans les lieux publics, les entreprises, les écoles. Lundi 16 novembre, bonjour à tous. Édition spéciale ce midi, moins de 72 heures après la vague d'attentats la plus meurtrière que la France ait connue. Au moins 132 morts et 349 blessés. Avec nous en plateau pour décrypter les événements, le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Chem Sakrouf, expert en renseignement. Bonjour, merci d'être là. Et puis tout au long de cette édition spéciale, nous ferons le point sur l'enquête avec notre spécialiste police-justice, Laurence Barbry. Nous sommes donc à quelques secondes maintenant de cette minute de silence. La France va se figer, les transports vont s'arrêter. On va retrouver tout de suite Séverine Larouille devant le Bataclan. Alors nous allons retrouver tout de suite Séverine Larouille en direct du Bataclan. Séverine Larouille, est-ce qu'il y a du monde auprès de vous ce midi ? Eh bien, vous le voyez sur ces images derrière moi, le monde a commencé à affluer ici dans le périmètre autour du Bataclan. L'émotion commence à monter. Alors, il faut savoir que le périmètre autour du Bataclan est encore bouclé par la police. Du coup, il y a des barrières de sécurité et c'est au pied de ces barrières de sécurité que les passants viennent déposer des fleurs, des bougies, des messages d'espoir et de résistance. Ils viennent se recueillir et dans quelques instants, ils s'apprêtent à respecter dans quelques instants la minute de silence en hommage aux victimes de ces attentats. Depuis quelques minutes, ils sont de plus en plus nombreux et ils vont se recueillir sous les yeux du monde entier puisque les caméras de nos confrères internationaux sont très très nombreuses ici ce midi. Oui, merci Séverine, puisque c'est ici, au Bataclan, qu'il y a eu le plus de victimes, au moins 89 morts. On retrouve à présent Daïk Audouy en direct de l'hôtel de ville où sont réunis exceptionnellement les élus parisiens, Daïk. Oui, les élus parisiens, mais aussi, vous pouvez le voir derrière moi, une centaine de personnes qui se sont déplacées sur le parvis de l'hôtel de ville pour observer cette minute de silence qu'Anne Hidalgo observera dans un salon avec les élus, mais aussi avec les agents de la ville qui étaient aux premières lignes tout ce week-end. Elle rencontrera d'ailleurs après la brigade de propreté qui a nettoyé les lieux du drame et qui est très éprouvée. Un conseil de Paris exceptionnel qui a commencé par une minute de silence et qui s'est achevé par une Marseillaise retentissante. La meilleure réponse apportée au terrorisme, il faut continuer à vivre à Paris dans l'esprit de liberté. Merci Daïk. Nos caméras sont bien sûr partout ou presque, au Conseil de Paris, devant le Bataclan, vous l'avez vu, mais aussi à la Sorbonne, un lieu symbolique choisi par le président de la République pour observer cette minute de silence. Nous irons également sur le parvis de la gare Montparnasse. Vous allez bien sûr observer cette minute avec nous en direct. Elle va commencer dans quelques secondes. Pour ce moment de recueillement, ici aussi sur ce plateau, on va retrouver tout de suite Séverine Larouille. Alors, nous allons, des Parisiens qui se recueillent depuis hier déjà, lors de rassemblements spontanés, mais aussi lors de célébrations à la Grande Synagogue ou encore à Notre-Dame. Regardez ce reportage de Jean-Philippe Lemaire. Le glas qui retentit dans la nuit. Plus de 1000 personnes s'étaient rassemblées pour cette messe à Notre-Dame, célébrée par l'archevêque André XXIII. Des femmes et des hommes ont été sauvagement exécutés de façon anonyme, a-t-il dit, et de poursuivre. Cet office a pour premier but de partager la peine de leurs proches et de prier pour eux, mais aussi pour notre ville et notre pays.
Je suis chrétienne orthodoxe, mais je viens pour soutenir les morts des attentats, tout ça. C'est symbolique, quoi. C'est triste, que ce soit musulman, catholique, quelle que soit la religion, la vie humaine c'est sacré. Et il n'y a pas de raison pour qu'on vive ce genre d'événement. En famille, on a décidé de venir, ça nous semblait important d'être là. Parce que je sais pas, on est tellement sous le choc qu'on ne peut pas savoir ce que c'est et pourquoi, mais voilà, c'est important d'être ici. La Marseillaise résonne dans la grande synagogue de Paris à la fin d'une cérémonie en hommage aux victimes des attentats. Ils étaient plus de 300 à assister à cet office. Ça nous a paru évident, un moment de communion, si on peut dire, avec d'autres. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Le bien. Voilà. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je suis un rescapé de la Shoah aussi et sauvé par un village français. Alors vive la France. Voilà. Une chanson, des bougies, des fleurs, des messages. Des milliers de Parisiens s'étaient regroupés place de la République pour rendre hommage aux victimes. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui et je me suis dit qu'il fallait que je vienne. Une banderole Même pas peur est installée sur la statue de la République. Tout un symbole pour ces Parisiens unis par le deuil et le chagrin. Allez, comme promis, on retourne devant le Bataclan où Séverine Larouille se trouve. Séverine, comment s'est passée cette minute de silence il y a quelques instants ? Eh bien, écoutez, tout ça a été très poignant, l'émotion a été très forte. Tous les passants se sont tus en même temps, on croisait les bras, on regardait par terre, se sont recueillis. Autour de nous, d'ailleurs, ils ne reprennent pas encore la parole. Petit à petit, la vie reprend doucement son cours, mais certains respectent plus d'une minute de silence ici autour du Bataclan, dont il faut rappeler que le périmètre est entièrement bouclé par la police. On ne peut pas approcher au plus près de la scène de concert. Tous ces gens sont donc venus se recueillir auprès des barrières de sécurité qui entourent ce Bataclan. Ils y ont déposé des fleurs, des bougies et des messages d'espoir et de résistance. Et petit à petit, ils commencent à repartir doucement ou à se reparler ici devant les barrières de sécurité qui entourent le Bataclan. Serge Tisseron, on le sent, on le voit, les Parisiens ont besoin d'être ensemble, ont besoin de se rassembler et malgré d'ailleurs les interdictions de manifestations publiques, c'est vital de partager sa douleur. Oui, c'est absolument vital. Partager avec des mots, mais aussi partager avec des gestes. Le fait de pouvoir parler d'un événement grave n'empêche pas d'avoir envie de le commémorer. Et ces commémorations sont extrêmement importantes. C'est une manière de faire un geste, comme on dit, et c'est une manière de se retrouver et de montrer que nous sommes une communauté. Et dans les familles, d'ailleurs, qui sont aussi des formes de communauté, il faut aussi qu'il y ait des échanges de mots et des rituels, et les parents qui emmènent leurs enfants, qui les associent à ces gestes, préparent leurs enfants à se sentir partie prenante de la communauté nationale. Alors, on le voit, parler de son chagrin, parler de sa douleur, pour que la vie reprenne son cours, retourner au travail, à l'école, c'est ce qui s'est passé ce matin pour la majorité des Parisiens. Nous nous sommes rendus dans les quartiers touchés par l'horreur, les quartiers de l'Est parisien. Alors, la vie a repris, oui, mais comment ? Voyez ce reportage de Caroline Pelé et Marie Chambrial. Rue de Charonne, l'effervescence d'un jour de semaine, et pourtant chacun ralentit ici, devant le café La Belle Équipe, l'un des lieux de la fusillade. S'arrêter un court moment en voisin, juste pour se recueillir. C'était un peu important juste de passer. Voilà. Il n'y a pas de... C'est difficile à définir. Et ce matin, reprendre cette rue après l'avoir pris vendredi, c'est très très dur. C'est très très dur. Donc là, je vais essayer d'aller au travail sereinement. Nous sommes très 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 traumatisés. On ne peut pas dire avec le mot, vous voyez. Choqués, les habitants du quartier vivent avec l'angoisse au ventre. On a peur parce qu'on a nos enfants, on a peur parce qu'on habite dans le quartier. C'est des innocents, je veux dire, personne n'est à l'abri quand on regarde des choses pareilles. C'est des gestes gratuits. Juste à côté, la boulangère a un petit mot pour chacun, même si elle aussi a eu du mal à ouvrir ce matin. J'avouerai que c'est très très difficile et que c'est pas du tout évident. Que le cœur n'y est pas, mais que l'envie surtout d'être là pour les autres, en fait, nous pousse quand même à le faire. Même choc et même traumatisme rue Alibert dans le 11e arrondissement devant le Petit Cambodge où les terroristes ont fauché une dizaine de vies. Le quartier affiche sa résistance à la peur, mais ce matin, beaucoup de familles ont emmené leurs petits à l'école, le cœur serré.
Et justement, une de nos équipes s'est rendue dans une école de la rue Bichat, proche de la rue Bichat, une rue endeuillée. Et forcément, cette rentrée était particulière ce matin. Fanny Bouteiller, Yves de Wulf. Ce matin, devant une école du 11e arrondissement de Paris. Cette maman d'élève s'est portée volontaire pour assurer un minimum de sécurité. L'important, c'est de ne pas stationner devant l'école. Donc on a redit les consignes d'arriver à l'heure. On est plusieurs parents à surveiller l'entrée de l'école avec les gens qu'on connaît. Ce père et son fils sont venus peu rassurés, mais finalement bien décidés. On s'est dit hier soir, est-ce qu'on va l'emmener à l'école aujourd'hui ? Bon, la vie continue, il faut continuer. On ne peut pas s'arrêter comme ça, il faut y aller. Enzo a 8 ans et comme ses camarades, il sait ce qu'il s'est passé ce week-end. J'ai peur que les gens y rentrent. Tous ceux qui ont fait l'attentat, ils peuvent venir d'une minute à l'autre et ça peut faire beaucoup de dégâts. Ils ont un petit peu peur, voilà. Ils savent ce qui s'est passé et ils ont peur que ça recommence, ce qui est très naturel. Tout le week-end, il a fallu trouver les mots. Je lui ai expliqué que là, les attaques n'étaient pas liées à un pays en particulier, mais à différents éléments qui viennent à travers la planète. On a essayé d'anticiper, on espère que l'école va faire pareil parce qu'il faut que ça soit complémentaire entre l'école et les parents, quoi. Aujourd'hui, les enseignants devront s'adapter à la situation. D'écouter les enfants, de recadrer le discours, de rassurer et puis bien sûr de respecter la minute de silence. Des psychologues envoyés par la mairie de Paris feront le tour des établissements proches du drame pour écouter les enfants et accompagner les équipes enseignantes. Serge Tisseron, comment parler aux enfants ? Comment les écouter d'abord ? Parce qu'ils sont comme nous, ils sont surinformés, ils reçoivent beaucoup d'informations contradictoires, morcelées, ils voient quand même la télé à la maison, ils auront les copains aujourd'hui qui vont leur raconter des tas de choses. Et donc qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? C'est le problème. Je parlais hier avec une mère, son enfant disait mais les terroristes c'est les méchants. La mère disait oui, petit, hein. Et donc l'enfant disait mais alors ils sont morts. La mère disait oui, alors l'enfant disait mais il n'y a plus de problème. Donc pourquoi on s'inquiète ? Vous voyez, parce que dans les livres pour enfants, une fois que le méchant loup est mort, tout le monde est tranquille. Donc vous voyez, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Un enfant musulman disait à sa maman ce matin qu'il ne voulait pas aller à l'école parce que comme il était musulman, ses camarades allaient l'accuser de faire partie des terroristes. Donc vous voyez, il faut leur donner la parole pour comprendre qu'est-ce qui se passe pour eux et à partir de là, leur permettre d'échanger ensemble, d'échanger sous le regard des adultes. Parce qu'échanger ensemble, ils vont le faire en cours de récréation, ils vont se transmettre peut-être des informations justes, mais aussi beaucoup de bêtises. Voilà. Tous ceux qui auront vu des vidéos sur Internet vont éventuellement affoler les autres, ça va faire augmenter le stress. Donc il faut qu'il y ait un discours des enfants entre eux sous le regard des parents. Et je me réjouis que la mairie de Paris et la ministre de l'Éducation nationale aient prévu ces débats avec les enseignants. Pas pour que les enfants se mettent tous d'accord, hein, mais simplement pour qu'ils découvrent qu'en démocratie, on donne son point de vue. Alors on a tous été touchés de près ou de loin par ces attentats qui ont fait au moins 132 victimes, bilan provisoire parmi elles, beaucoup de jeunes. Frédéric Ovas avec Florie Castin. 132 morts, 132 destins brisés. Des trentenaires dont on découvre les sourires qui se sont éteints sur le sol du Bataclan. Ludovic, Mohamed Amin, Quentin, Élodie, Maxime. Des innocents abattus en pleine force de l'âge, un vendredi soir festif à Paris. Des hommes, des femmes, la diversité d'une nation. Des couples, comme Mathias et Marie, arrivés de province à Paris, il y a 2 mois, pour construire leur vie. Pierre et Stéphane étaient cousins. L'un était patron d'un restaurant de Neuilly, l'autre, son chef de salle. Des cousins morts au Bataclan. Et des sœurs, Alima et Oda, tombées sous les balles à la terrasse de la Belle Équipe. Elles fêtaient un anniversaire. Alima était maman de 2 enfants, 3 et 6 ans. Enfin, j'ai une sœur qui nous va laisser 2 enfants. Qui nous va laisser, déjà 2 enfants, donc nous va laisser un petit bout d'elle, il va falloir qu'on s'en occupe. Et puis j'ai mon autre sœur Oda, que je n'oublierai jamais. 132 visages et des centaines d'autres, des blessés, et nous tous, dans la douleur, dans notre douleur.
On va retourner à présent à l'hôtel de ville où les élus parisiens se sont réunis en séance exceptionnelle pour rendre hommage aux victimes. Moment très fort, ils ont entonné la Marseillaise en toute fin de séance. Daïk Odoui, vous avez vécu ce moment pour nous. La vie doit continuer selon Anne Hidalgo, mais cela suppose une sécurité renforcée. Quelles sont les mesures qu'elle a prises ce matin ? Vous savez, la sécurité à Paris, ça dépend avant tout de l'État. Donc Anne Hidalgo se réjouit de l'arrivée de renforts militaires dès aujourd'hui et dans les prochains jours qui vont permettre la reprise d'une vie normale. Dès aujourd'hui, les équipements municipaux sont réouverts alors qu'on entend la Marseillaise qui a conclu la séance du Conseil de Paris. Donc les équipements municipaux sont réouverts dès aujourd'hui. Et par exemple, mercredi à 14h, ce sera le marché de Noël des Champs-Élysées ou encore la Grande Roue qui réouvriront. On écoute Anne Hidalgo. La France, mais Paris dans son ensemble, va bénéficier de moyens de sécurité renforcés. Ça a déjà commencé avec des arrivées de militaires. D'autres vont continuer à arriver cette semaine pour sécuriser l'ensemble des lieux. Nous avons demandé, bien sûr, ce matin que les lieux particulièrement impactés, je pense aux écoles à proximité des attentats du 10e et du 11e arrondissement, soient renforcés dans leur sécurité. Alors Daïk, la volonté d'Anne Hidalgo, c'est aussi d'informer les Parisiens et d'être bien sûr au chevet des familles des victimes. Oui, les cellules psychologiques mises en place dans le 10e et 11e arrondissement sont maintenues. 500 personnes ont déjà été écoutées durant le week-end. Il y a aussi un numéro, le 3975, notamment pour des informations sur les procédures administratives. La mairie de Paris pense aux familles des victimes. Elle explique qu'elle veut simplifier au maximum toutes les formalités pour les funérailles et ce genre de choses, pour ne pas rajouter de la douleur. Elle est en train de collecter toutes les informations pour savoir combien il y a de places disponibles dans les cimetières parisiens. La mairie de Paris aussi, son service de ressources humaines qui essaye de voir comment mobiliser le maximum d'agents en supprimant peut-être quelques vacances, quelques congés. Mais les employés de la ville qui sont vraiment mobilisés, qui sont au-devant pour réagir. Et Anne Hidalgo reçoit en ce moment le service de propreté qui était aux premières loges et qui a nettoyé les lieux de drame et qui est fortement éprouvé. Merci Daïk pour ces précisions. On va faire le point maintenant sur l'enquête qui ne cesse d'avancer avec vous, Laurence Barbry. 5 des 7 terroristes tués ont donc été identifiés. Oui Marianne, l'enquête avance. On en sait plus désormais sur l'identité des terroristes puisque 5 d'entre eux ont désormais un nom. Le dernier en date s'appelle Samir Amimour, originaire de Drancy, âgé de 28 ans. Il faisait partie des assaillants du Bataclan. Il était déjà connu de la justice puisqu'en 2012, il avait été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Autre assaillant du Bataclan identifié, Omar Ismail Mostefaï, né à Courcouronnes. Il faisait l'objet d'une fiche S pour radicalisation. Un 3e français, un des kamikazes du Stade de France, a également été identifié. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans qui vivait en Belgique, mais dont l'identité n'est pas certaine pour le moment. Toujours au Stade de France, le kamikaze à proximité duquel un passeport syrien a été retrouvé se nommerait Ahmad al-Mohammad. Et puis 5e identification, Brahim Abdeslam. C'est l'un des frères de Salah Abdeslam, âgé de 31 ans. Il s'est fait sauter, boulevard Voltaire. Salah Abdeslam, soupçonné d'être le 8e djihadiste à avoir œuvré vendredi soir. Un avis de recherche a donc été émis à son encontre. Oui, un appel à témoins. Et si vous avez des renseignements, il y a bien sûr le numéro 197. Sachez aussi que des perquisitions ont eu lieu toute la nuit en France et en région parisienne. Shem Sakrouf, on le voit, un des assaillants était fiché S. D'ailleurs, cette fiche avait été renouvelée il y a un mois. Un autre faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Comment ces hommes ont pu passer entre les mailles du filet ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont fichés S par les autorités de sécurité qu'ils ont la main sur ces gens-là. Donc ils ont été identifiés à travers une action de lien avec le terrorisme ou de soutien, mais après ils ne sont pas en capacité de les avoir. D'où l'importance de pouvoir disposer d'une géolocalisation de ces gens-là, comme l'a évoqué le président de la République, qui a repris une de mes propositions, c'est-à-dire l'ancien président de la République, tout à fait, Nicolas Sarkozy. Qui a évoqué hier au journal télévisé de leur mettre un bracelet électronique pour ceux qu'on peut déjà avoir sous la main, pour éviter justement qu'ils aillent sur un lieu comme un aéroport, une gare ou sur un lieu où il y a beaucoup de monde. Oui, mais ils sont présumés innocents. On ne serait plus dans un état de droit dans ce cas-là. Non, on est dans un état de droit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Laisser des gens qui ont un potentiel terroriste, qui sont identifiés pour ça, continuer à se déplacer sans qu'on puisse savoir où ils vont ? Donc ce n'est pas un emprisonnement, c'est une manière
pour les Français, d'être sûr que ces gens-là ne vont pas se voir entre eux et ne vont pas commettre d'autres attentats. Votre proposition est celle donc de Nicolas Sarkozy. Alors on le sait à présent, la série d'attentats a été commanditée en Syrie, coordonnée en Belgique et commise par des Français pour la plupart. En France, on compte 2000 candidats potentiels au djihad. Certains seraient déjà partis, un quart. Quel est le visage du djihadisme aujourd'hui? On fait le point avec Maude de Bohan et Olivier Badin. 4 visages, 2 mères, un frère, un père. 4 visages que l'on a découverts en octobre dernier sur le site Stop Djihadisme, lancé quelques mois plus tôt par le ministère de l'Intérieur. Des familles sans histoire, sans difficultés particulières, aimantes. Leurs enfants sont partis un matin pour faire le djihad et ne sont pas revenus. On passe un week-end magnifique, on fait des crêpes, c'est la fête, il y a la famille, son frère, on fait plein d'activités. Et puis le lendemain matin, il part en Allemagne. Et puis, de l'Allemagne, il n'y revient pas. Rien à voir avec ce que l'on sait des commandos du Bataclan vendredi dernier, ou des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly, les auteurs des attentats de janvier 2015. Leur profil est connu, des jeunes de banlieue, parfois passés par la case prison. Le profil classique de la radicalisation djihadiste en Europe, pas seulement en France, mais aussi en Angleterre, par exemple, c'est les jeunes qui habitent en banlieue en France, dans des poor districts en Angleterre, et qui se radicalisent parce qu'ils ont la haine de la société. Farhad Koroskavar, sociologue, a beaucoup travaillé et publié sur la radicalisation. Ces nouveaux visages du djihad, ils ont émergé plus récemment. On sait très bien qu'il y a plus d'une centaine de jeunes qui sont partis. Certains ont été interceptés avant leur départ et qui ont un profil de classe moyenne. Ils n'ont jamais été en prison, ils n'ont pas de casier judiciaire, ils n'ont pas la haine de la société. Leurs motivations sont différentes, leur subjectivité est différente et leur mode d'action est totalement différent. Donc on est dans une sorte de généralisation du djihadisme à une partie de la population qui est un peu monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Dans le recrutement de ces jeunes, le rôle d'Internet est déterminant. Les réseaux sociaux, les vidéos de propagande présentent Daesh comme une armée moderne et puissante. Selon le ministère de l'Intérieur, près de 2000 Français seraient impliqués à des degrés divers dans la nébuleuse djihadiste. Un quart serait parti en Syrie. Manuel Valls a redit ce matin qu'il fallait fermer les mosquées radicales. C'est la solution, Chem Sakrouf? Bien évidemment, si des lieux de culte vont nous former de nouveaux terroristes ou pousser à la haine ou à l'acte odieux qui ont été commis, bien sûr qu'il faut les fermer, bien évidemment. Il disait qu'il n'y avait pas de risque zéro, qu'on doit se préparer à de nouvelles répliques. Bien évidemment, on pense à peu près 200 ou 300 potentiels terroristes qui auraient pu venir avec la vague des migrants. Bien sûr que les services de sécurité qui travaillent jour et nuit pour essayer de les intercepter ou essayer de bloquer la menace, mais le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. Il va falloir vivre avec cette menace. Je voyais Serge Tisseron vous acquiescer ces propos. En tout cas, le Premier ministre a annoncé également ce matin que la COP21, qui doit se tenir à la fin du mois au Bourget, serait réduite à la négociation. Cela veut dire que les concerts et les manifestations festives vont être sans doute annulés. Enfin, sachez que François Hollande réunit à 16h tous les parlementaires en congrès à Versailles. C'est un fait rarissime. Il devrait demander le prolongement de l'état d'urgence pour 3 mois. Là, ça dure pour 12 jours uniquement. Et ce sera donc le deuxième temps fort de cette journée. Le premier, nous l'avons vécu ensemble tout à l'heure à midi. C'était bien sûr la minute de silence observée partout en France. Vous voyez ces images de la Sorbonne où le président de la République s'était rendu avec le Premier ministre et la ministre de l'Enseignement, puisque beaucoup de jeunes et d'enseignants ont été touchés par ces attentats, notamment celui du Bataclan. Restez avec nous, l'info continue sur France 3.